Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'ai enchaîné les deux vidéos sur ma chaîne pro que je viens de tourner, la micronutrition 2.0, et donc je vous retrouve sur le monde merveilleux d'Anna Potter qui s'est un petit peu transformé en monde de la psychologie de la nutrition, de la psychologie positive, de la micronutrition, de la médecine nutritionnelle et fonctionnelle. Voilà, je me suis un petit peu éloignée de mes premiers amours tout simplement parce que ce n'est plus ce qui me passionne aujourd'hui, vous l'avez compris. Je sais que les thèmes que j'aborde aujourd'hui et qui me tiennent vraiment à cœur ne plaisent pas forcément ou ne plaisent pas du tout même à un certain nombre d'entre vous. C'est pour cela que j'insiste vraiment sur le fait que vous êtes tout à fait libre de vous désabonner. Mon but n'est pas d'avoir une communauté de milliers, de dizaines de milliers, de centaines de milliers de personnes. Bien au contraire, mon but est de reconstruire une communauté qui me ressemble. Et vu que mes centres d'intérêt ont énormément changé, je peux tout à fait comprendre que mes nouveaux centres d'intérêt ne vous passionnent absolument pas, et je vous invite donc, il y a de très nombreuses chaînes qui traitent de beauté, de mode, de lifestyle sur YouTube. Je vous invite donc à essayer de trouver votre bonheur ailleurs, puisque moi, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, en tout cas j'ai décidé sur cette chaîne de vous parler de choses qui me plaisent, qui me tiennent à cœur, qui me font vibrer, et de manière beaucoup plus simplifiée, plus ludique que sur ma chaîne professionnelle. C'est pour ça que je tenais à garder cette chaîne, parce que je voulais faire des vidéos un petit peu plus abordables, un peu plus ludiques tout simplement sur celle-ci, et garder des vidéos un peu plus professionnelles, un peu plus poussées sur ma chaîne la micronutrition 2.0. Alors aujourd'hui je voulais vous parler du stress, et j'avais vraiment envie qu'on essaye tout ensemble de partager nos expériences de gestion du stress. Donc le but de cette vidéo, c'est pas de vous faire un cours, bien au contraire, c'est de vous donner moi mes petites techniques, et je trouverais ça vraiment super sympa qu'on puisse entre nous échanger en commentaire quelles sont nos techniques de gestion du stress, qu'est-ce que vous avez utilisé par vous-même, avec un professionnel de santé, avec un thérapeute. Voilà, qu'est-ce que vous avez essayé, qu'est-ce qui a marché pour vous, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que vous nous recommandez de faire. J'aimerais que ça soit vraiment un échange tout simplement d'astuces, de bons plans, de techniques qui auraient marché pour vous. Donc je vous mettrai de toute façon en barre d'infos le test, le questionnaire de stress perçu de Cohen. Je vous l'avais déjà donné dans une précédente vidéo, déjà pour que vous sachiez un petit peu où est-ce que vous en êtes en termes de stress. Et sur ma chaîne pro, dans la vidéo, j'ai rajouté le lien du questionnaire DNS, qui est un questionnaire qui vous permettra de savoir où est-ce que vous en êtes en termes de capacité de synthèse de neuromédiateurs. Déjà là ça devient un petit peu plus compliqué, mais au moins ça vous donnera une petite idée. Je vais vous donner quand même quelques astuces dans cette vidéo d'ores et déjà, si vous n'avez pas envie d'aller sur l'autre chaîne. Donc moi aujourd'hui, qu'est-ce que je fais pour gérer mon stress? Je vais parler avec la double casquette, c'est-à-dire de thérapeute, de professionnel de santé, mais aussi moi, Anne, en tant que telle. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour gérer mon stress? Parce que j'ai une vie qui est quand même très stressante. Oui, je reconnais, j'ai une vie qui est très stressante. Et qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Eh ben, les techniques que je mets en place, en tout cas que j'ai apprises à utiliser, que j'utilise pour mes patients et que j'utilise pour moi-même. Alors la première, c'est celle dont je suis le moins fan et que je reconnais ne pas vraiment utiliser pour moi, c'est tout ce qui est technique de relaxation. Je les utilise très peu parce que j'ai pas la patience de le faire. La seule technique de relaxation que j'utilise et que j'apprécie et qui me sert parce qu'elle est rapide à mettre en place et elle marche quasiment de manière automatique quand je sens que mon cœur s'emballe et que ma tête s'emballe et que j'ai l'impression d'être oppressée, j'utilise tout simplement, alors je ne l'ai pas avec moi, mais j'utilise tout simplement un roll-on d'huile essentielle que j'applique vraiment sur la face interne de mes poignets. Donc je frictionne mes poignets l'un contre l'autre doucement pour pas trop casser les molécules aromatiques, et je fais 5 à 10 inspiration-expiration. Un roll-on bien évidemment à base d'huile essentielle qui sont plutôt des huiles essentielles anti-stress, détente. Donc en général c'est tout ce qui est orange douce, bigaradier, lavande. Et vraiment tout de suite ça me permet de récupérer un rythme cardiaque normal, ça me permet
de relâcher un petit peu la pression et puis je peux me remettre à travailler. Je le fais aussi très souvent entre deux consultations pour voilà, me dire je lâche tout ce qui s'est passé avec ce patient A et je peux me remettre et me reconcentrer et donner toute mon énergie, toute mon attention au patient B. Donc ça c'est quelque chose que j'utilise beaucoup et je vous recommande d'avoir un petit roll-on. Bon, moi, je vous recommande peut-être le pur essentiel. J'ai pas d'intérêt à vous conseiller celui-là plus qu'un autre, mais voilà, c'est celui que j'utilise très régulièrement. Ensuite, la deuxième technique, par contre, que j'utilise au quotidien, c'est la méditation de pleine conscience. C'est vraiment, ça a été une révélation pour moi il y a maintenant plus d'1 an. Je m'y suis formée en tant que thérapeute. Je la pratique de manière personnelle. De toute façon, pour pouvoir la conseiller à ses patients, il faut la pratiquer soi-même. Et là, je dois dire que ça a été vraiment une très très belle découverte. Et effectivement, il faut s'y astreindre, il faut la pratiquer tous les jours, mais on a vraiment de très très bons résultats et on se rend compte, c'est vraiment cette prise de conscience qu'on est en permanence, mais vraiment en permanence happé par ces pensées toxiques, collantes, qui vous propulsent dans un futur extrêmement noir et catastrophique ou qui vous ramènent ou replongent en permanence dans le passé, à ressasser, à ruminer ce qui ne s'est pas passé comme vous vouliez que ça se passe. Et ça vous permet vraiment de vous recentrer sur le moment présent. Et rien que de faire ça, de s'ancrer de nouveau dans le moment présent grâce par exemple à sa respiration tout simplement, et bien tout de suite on sent que toutes ces émotions désagréables, la tristesse, que le passé n'ait pas été ce qu'on aurait aimé qu'il soit, l'anxiété d'un futur qui n'arrivera peut-être jamais comme on l'imagine, parce qu'on se fait beaucoup de scénarios catastrophes, et ben ça permet de faire descendre, de faire quasiment même disparaître ces émotions désagréables. Et on se rend compte que souvent, en tout cas en ce qui concerne le stress, on angoisse, on stresse, souvent pour le futur du coup, pour des choses qui n'arriveront peut-être même pas. Donc on va passer une semaine à stresser parce qu'on a un entretien par exemple en imaginant le pire scénario catastrophe et finalement cet entretien se passe extrêmement bien et on se dit j'ai passé une semaine à m'angoisser, à manger de manière compulsive, à ne pas dormir pour rien parce que finalement ça s'est très bien passé. Donc vraiment de se dire que je reste dans le moment présent et il sera toujours lieu de stresser sur le moment même, et voilà, de voir ce qui se passe. Mais c'est quand même dommage de se dire j'ai passé une semaine, parfois ça se passera mal, hein, personne ne sait de quoi demain est fait, mais en tout cas on se stressera, on aura peur, on aura honte, on se sentira coupable, on sera triste sur le moment même. Nul besoin de se stresser en plus, c'est un petit peu la double peine quoi, une semaine auparavant. Donc la pleine conscience vraiment pour moi c'est extrêmement intéressant. Pour celles qui souhaitent pratiquer la pleine conscience et s'initier à la pleine conscience, vous retrouverez sur YouTube des vidéos gratuites de pleine conscience, notamment des vidéos du docteur Christophe André qui sont assez incroyables. Vous avez des ouvrages, allez sur mon blog, dans ma catégorie mes lectures, vous verrez les ouvrages de pleine conscience que j'ai lus. Hein. Et puis vous avez aussi le guide que j'ai créé de pleine conscience avec mon propre protocole que vous pourrez retrouver sur la boutique du blog. Alors ensuite, qu'est-ce que j'utilise d'autre ? La gestion des modes mentaux. Et ça, je pense que ça a été sans doute une découverte encore plus intéressante pour moi que la pleine conscience, la gestion des modes mentaux, qui est un outil qui a été développé par l'approche neurocognitive et comportementale du docteur Jacques Fradin. Vous avez été nombreux à me demander des informations sur l'Institut de médecine environnementale. J'en ai pas beaucoup à vous donner, hein. Il suffit d'aller sur internet, de taper Institut de médecine environnementale et vous trouverez les informations qu'ils proposent. Ils font faire des stages pour le grand public, pour les professionnels. Et qu'est-ce que c'est que la gestion des modes mentaux ? C'est tout simplement apprendre à reconnaître quelles sont vos pensées qui sont tout simplement dysfonctionnelles. Pour simplifier les choses, en gros, dans votre cerveau, vous avez plusieurs parties, mais dans la gestion des modes mentaux, on se concentre sur 2 parties. Une partie qu'on va appeler le mode mental automatique, c'est, moi je l'appelle mon faux ami, en tout cas j'explique ça à mes patients pour que ce soit simple pour eux. J'essaye de rendre les choses ludiques, simples, hein, pour pas rentrer trop dans les détails et les noyer d'informations. Je pense que parfois je donne même trop d'informations techniques, mais bon, des formations, je pense, professionnelles. En gros, votre faux ami va toujours vous créez des pensées qui sont dysfonctionnelles et qui vont générer chez vous du stress. Et le but de la gestion des modes mentaux, c'est vraiment de vous faire prendre conscience que c'est cette partie de votre cerveau qui a créé cette pensée et que du coup cette pensée n'a pas lieu d'être et que si vous croyez cette pensée, si vous fusionnez avec cette pensée, forcément vous allez être super stressé. Et le but de la gestion des modes mentaux, c'est de vous apprendre à faire cette bascule et de vous dire que là j'ai eu cette pensée. Est-ce que c'est une pensée qui est générée par
la partie automatique de mon cerveau ou par la partie préfrontale. Et la partie préfrontale, moi j'appelle cette partie, je l'ai personnalisée, personnifiée, et je l'ai appelée mon ami fidèle. Mon ami fidèle, mon ami intelligent, celui qui au contraire va me générer une pensée qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus fonctionnelle, beaucoup plus réelle. Et le but c'est d'apprendre à switcher de cette pensée dysfonctionnelle à la pensée réelle, et c'est des exercices qu'on fait faire. Donc pour vous donner un exemple, pour que ça vous semble plus simple, quand je me sens angoissée et que je me dis de toute façon je me suis engagée dans trop de choses cette année, donc c'était le cas l'année dernière pour la rentrée universitaire 2016-2017, je me suis engagée dans trop de choses, entre ma consultation, les 2 diplômes universitaires, le site de formation du professeur Castronovo, j'y arriverai jamais, je vais jamais m'en sortir, je n'y arriverai jamais. Et quand on se dit ça, je n'y arriverai jamais, qu'est-ce que ça génère en général chez nous? Du stress. On se sent stressé, on a même peut-être peur de l'échec. Et cette pensée, on se rend compte qu'elle est générée pas par notre ami fidèle, qu'elle est générée par notre faux ami. Pourquoi? Parce que déjà, on a un filtre qui est le filtre de l'extrapolation vers le futur. Je n'y arriverai. Donc on emploie le futur, donc on extrapole sur ce que pourrait être le futur. Et dès qu'on est dans de l'extrapolation vers le futur, forcément il va y avoir du stress. Donc déjà de repérer ce filtre, ça nous permet de voir qu'on a mis un filtre sur la réalité et qu'on est tout simplement en train d'extrapoler. Donc déjà ça nous permet de diminuer un petit peu cette sensation de stress. Et puis dans cette pensée, il y a le jamais, je n'y arriverai jamais. Et là il y a un second filtre qui est le filtre de l'exagération. Jamais, c'est la même chose que toujours, tout, jamais, rien. Il y a de l'exagération. On est vraiment dans de la dichotomie, c'est tout noir ou c'est tout blanc. Et de la même manière, on sait que ce type de pensée appartient à notre mode mental automatique. Et si j'essaye de basculer sur le mode mental préfrontal, j'aurais plutôt tendance à me dire peut-être que je n'y arriverai pas, ou peut-être que j'arriverai à valider certaines choses et pas d'autres, mais au moins j'aurais fait une partie de ce que je m'étais fixé, et il n'y a aucune raison que je ne valide rien. Il y aura des choses peut-être que je réussirai, d'autres que je réussirai moins bien, mais faisons preuve de curiosité, de réflexion logique, je vais m'organiser et je vais faire du mieux que je peux. Et forcément quand je reformule ce type de pensée qui est beaucoup plus nuancé, beaucoup plus souple, avec une prise de recul, il n'y a plus lieu d'être stressé et d'avoir peur. Et cette année c'est terminé et j'ai validé mes 2 diplômes universitaires, j'ai validé une bonne partie du cycle de formation du professeur Castronovo, ma consultation, j'ai pu suivre tous mes patients de manière tout à fait correcte et optimale, même si j'ai dû modifier un petit peu mon planning de consultation. Mais globalement, je m'en suis sortie plutôt bien, alors que si j'étais restée scotchée à cette pensée, peut-être que j'aurais abandonné l'un ou l'autre DU, j'aurais pas suivi le cycle de formation en médecine nutritionnelle et fonctionnelle, alors que au final, je m'en suis très très bien sortie. Donc, la gestion des modes mentaux, c'est vraiment vous dire, il faut que j'observe mes pensées et que je vois à quel mode est-ce qu'elles appartiennent. Et si je me rends compte qu'elles appartiennent au mode mental automatique, apprendre à faire cette bascule. Moi, c'est un travail que je fais faire en consultation, mais que vous pouvez faire vous-même tout seul, toute seule ou toute seule, je ne sais pas s'il y a des garçons qui regardent cette vidéo, sans aucun problème. Et puis bien évidemment, ma formation de base c'est quand même la biochimie, la chimie, la physiologie, donc la micronutrition, ce que vous allez mettre dans votre assiette, la manière dont vous allez vous complémenter va énormément vous aider pour gérer votre stress. Et moi je pense que c'est un point qui est capital, je commence toujours par ça d'ailleurs, hein. C'est toujours se dire je fais une anamnèse, je vais vérifier, et donc je le fais pour moi-même, hein. Aujourd'hui, quels sont mes signes cliniques, comment est-ce que je me sens, je me fais faire mes propres bilans biologiques et je vérifie quels sont mes statuts, j'essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe et finalement je me donne des consignes alimentaires à mettre en place, je m'auto-prescris les compléments alimentaires adaptés et forcément ça m'aide. Et je suis, comme on dit, les cordonniers sont les plus mal chaussés, j'ai une très très mauvaise observance dans ma complémentation et je pourrais vous montrer mes tiroirs de compléments alimentaires. J'en ai plus d'une dizaine que je devrais prendre au quotidien et c'est vrai que je le fais pas forcément. Et quand je sens, là par exemple, j'ai eu une année qui était très difficile, donc je vous l'ai dit, je m'étais lancée dans de nombreux challenges professionnels cette année, aussi bien dans ma formation continue
qu'au niveau de ma consultation avec des objectifs à atteindre. J'ai pas eu de vacances cet été parce que j'ai enchaîné 2 universités d'été de médecine nutritionnelle et fonctionnelle, la base et la spécialisée. Et là, j'étais vraiment très très fatiguée. La rentrée est arrivée avec beaucoup de consultations à gérer, de nouveaux projets. Et j'étais vraiment épuisée. Et du coup, forcément, quand je vois que je retiens moins bien, je suis moins réactive, je suis plus sensible au stress, je m'emporte un petit peu, je suis irritable, je suis agressive, je suis très sensible, hypersensible, je pleure pour rien devant un film. J'ai tendance à pleurer pour rien devant des films, mais là vraiment l'hypersensibilité qui ressortait beaucoup et puis cette difficulté à me concentrer, à retenir des résultats biologiques. Bon, forcément, j'ai beaucoup de patients, je ne peux pas retenir les résultats de tous les patients, c'est pas du tout le cas. Mais même, par exemple, quand je lis un cours et de me dire qu'est-ce qui était écrit, de quoi il parlait, je voyais que mon cerveau était beaucoup plus lent, j'avais cette difficulté voilà, de mémorisation et de concentration. Et ben, je me suis remise à prendre comme il fallait toute la prescription que je m'étais faite et ça va beaucoup mieux. Donc oui, forcément, la complémentation et le modèle alimentaire, si vous commencez à mal manger, à manger beaucoup de produits industriels transformés, beaucoup de produits sucrés, ça va pas forcément aller. C'est beaucoup de calories, mais des calories qui sont vides. Donc oui, pour moi, je pense que le pilier central, c'est l'alimentation et la complémentation. Faire en sorte de comprendre qu'est-ce qui se passe chez vous et d'aller vous dire, bah, écoutez, par rapport à vos signes cliniques, par rapport à votre biologie, par rapport au mécanisme du stress et des troubles anxieux, dépressifs, bah, va falloir manger comme ça, va falloir prendre tel ou tel complément. Je pense au magnésium qui est indispensable. Moi, j'ai recommencé à prendre du magnésium, je commençais à avoir un blépharospasme, donc la paupière qui est très sotte, je commençais à avoir des crampes dans les mollets et dans les pieds nocturnes. Je me suis dit, bon, mon magnésium, je suis en train de l'uriner complètement, je vais me remettre sous magnésium, reprendre des oméga 3 pour la bonne fluidité membranaire, recommencer à manger des poissons gras, recommencer à manger plus naturel, plus dense en micronutriments. Et oui, ça va mieux. Donc c'est un des piliers et je pense qu'ensuite, les 2 autres piliers, c'est toutes ces techniques de gestion du stress dont je vous ai parlé. À vous de choisir celle qui vous convient le mieux. Et le 3e axe, le 3e pilier, je dirais quand même, c'est la remise en mouvement. Et ça me manque énormément. Je dois dire que depuis la rentrée, moi, je suis inscrite dans une salle de sport et je n'y suis pas allée depuis la rentrée parce que j'ai été débordée. Je consulte de 9h le matin, alors normalement de 8h, mais j'essaie le plus souvent de me mettre à 9h parce que je ne suis pas du matin, j'essaie de me forcer à être du matin. Ah, ça aussi c'est intéressant. Cette notion de chronotype, parce que je sais que c'est très à la mode, les miracle morning, se réveiller tôt, faire plein de trucs le matin. Et j'ai pas mal de patients qui font ça. Et au début, je m'étais dit que c'était plutôt pas mal. Et puis j'ai eu un cours sur tout ce qui était chronobiologie, synchronisation des horloges biologiques, mélatonine et tutti quanti. J'ai revu mes anciens cours d'un DU que j'avais fait qui était vraiment très orienté chronobiologie. Et finalement, qu'est-ce qui en est ressorti? Et bien qu'on ne devrait pas se forcer à se réveiller tôt le matin si c'est pas notre chronotype. Donc il faut bien comprendre la différence entre je n'arrive pas à me sortir du lit parce que j'ai mes neuromédiateurs qui sont effondrés et que j'ai plus la motivation de sortir de mon lit. Là, effectivement, il faut essayer de faire en sorte de tout réoptimiser pour vous permettre de vous réveiller le matin. Mais moi, par exemple, ce n'est pas mon cas. C'est parce que j'ai un chronotype, donc on peut vous faire des tests qui permettent de déterminer quel est votre chronotype. Est-ce que vous êtes plutôt du matin ou du soir? Moi, je suis clairement du soir. Et d'ailleurs, j'ai lutté justement pour me forcer à me réveiller tôt le matin et faire plein de choses. Et j'étais beaucoup moins productive parce que moi, je suis très productive le soir. Et quand je fais un parallèle avec mes études, pendant toutes mes études, le moment où j'apprenais le mieux, et je peux vous dire que même après le concours, je pense que les années après le concours étaient encore plus difficiles en termes de densité et finalement de programme. C'était plus dur parce que c'était plus complexe. Et en même temps, c'était moins dur parce qu'il suffisait d'avoir 10 de moyenne. Et le concours, vous pouvez avoir 16 de moyenne. Si les 100 premiers, ils ont 18, vous ne l'avez pas. Donc c'est peut-être ce pourquoi le concours est un petit peu plus... La première année est un peu plus difficile. La passer, c'est plus dur parce qu'il y a cette notion il faut être le meilleur. Mais les années suivantes étaient extrêmement difficiles. Les matières étaient très compliquées, c'était très dense. Et je travaillais beaucoup mieux, j'apprenais beaucoup mieux le soir de 21h jusqu'à 1h du matin. 20h jusqu'à 1h du matin. Et là, je me suis rendu compte que je m'imposais de me réveiller tôt, alors qu'au final, je suis beaucoup plus productive le soir. Donc du coup, je me suis laissée un petit peu
Allez, j'ai essayé de respecter mon chronotype parce que c'est pas une histoire de manque de motivation, pas du tout. Moi, je suis extrêmement motivée dans tout ce que je fais, j'adore ce que je fais, donc j'ai aucun problème de motivation, j'ai pas de problème de dopamine, mais mon chronotype fait que je suis plus opérationnelle, je suis plus productive le soir. Du coup, la plupart de mes consultations, j'ai commencé à 9h, ce qui me permet de me réveiller un petit peu plus tard. Sauf voilà, quelques patients qui préfèrent faire leur consulte à 8h parce qu'ils commencent à travailler après, ils veulent le faire au travail, voilà. Mais la plupart du temps, je commence à 9h et je finis à 21h, 21h30, maximum, parfois 22h, mais c'est quand même rare que je termine à 22h. Et après, je suis tout à fait capable d'enchaîner sur la création d'un guide, sur un cours, ça me pose aucun problème, en sachant que j'ai des pauses dans la journée, vous vous doutez bien que je ne travaille pas non-stop de 9h à 21h, sinon je pense que je raconterais n'importe quoi à mes patients, que je confondrais un dossier avec un autre dossier. Moi, pour faire un travail efficace, je ne fais pas plus de 8 consultations différentes par jour. 8, c'est grand maximum. Et en sachant que mes consultations durent minimum 1 heure, et maximum 2 heures. Donc 8 consultations maximum, c'est pour pouvoir être efficace et optimal, pour pouvoir proposer, voilà, être complètement, totalement disponible pour mon patient, pour avoir tous mes neurones qui fonctionnent très très bien et qui sont assez réactifs, même très réactifs. Voilà, c'est ce que je m'impose. Donc du coup, ça me fait quand même une grande fourchette avec des pauses. Et tout ça, pourquoi est-ce que je vous disais ça ? Je vous racontais ça parce que donc chronotype, donc je me suis rendu compte que je travaillais mieux le soir, donc je pense essayer de respecter votre chronotype et de pas forcément vous imposer de vous réveiller tôt le matin alors que vous êtes foncièrement du soir, vous serez beaucoup plus productif le soir. Moi je peux vous dire que le soir j'écris beaucoup plus que le matin, alors que le matin j'ai du mal à me mettre en route. Et c'était aussi pour vous dire donc que j'ai complètement arrêté le sport, alors que normalement je suis capable de m'octroyer 2 fois, non 3 fois même, quasiment 3 fois, 1h30 par semaine de sport dans cette grande plage horaire. Et là j'y suis plus du tout allée parce que je me suis laissée déborder, parce que je me suis dit que j'avais toujours plus important à faire que d'aller au sport, parce que je préférais réviser un cours, parce que je préférais créer un guide, parce que je préférais revoir tel dossier patient. Et du coup ça fait, sans vous mentir, ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas du tout fait de sport. Et quand je parle de sport, c'est aussi d'activité physique tout simplement. Moi, je prône, en tout cas dans la prise en charge du stress, la remise en mouvement, c'est juste aller marcher. Et là, j'ai recommencé à aller marcher. J'essaye de me forcer à aller marcher et franchement, ça fait énormément de bien. La marche rapide, marcher pour marcher, ça vous vide l'esprit et ça fait énormément de bien. Donc ça, c'est quelque chose que je vous conseille et je vous recommande de faire grandement, c'est d'aller marcher tous les jours. Je vous mettrai le lien d'une vidéo du docteur Christophe André sur l'intérêt de la marche. Je suis sûre qu'en regardant cette vidéo, vous irez marcher. J'en suis sûre et certaine. Cette vidéo est extrêmement parlante et met en avant tous les intérêts de la marche dans la gestion du stress, mais pas que. Donc pour moi, c'est vraiment ce troisième axe-là qui est la remise en mouvement, faire un sport que vous aimez, une activité physique plus qu'un sport d'ailleurs, ludique, parce que si vous allez faire un sport qui vous crève, qui vous... voilà, que vous faites ça de manière complètement inadaptée, trop intensive, ça sert à rien. Hein. C'est vraiment juste vous remettre en mouvement, aller marcher, faire du yoga, du pilates, un sport que vous trouvez sympa, de la zumba, de ce que vous voulez, mais réussir à l'intégrer. Et moi, je suis vraiment très mal placée pour vous servir d'exemple parce que vous êtes nombreuses à me dire, notamment sur Instagram, moi franchement tu m'impressionnes, c'est incroyable tout ce que tu fais. Ne soyez pas impressionnés. Hein. Je vous assure que ma vie est tout sauf équilibrée. Je pense que 100% de mon énergie et de mon temps est consacré à ma vie professionnelle. Mais pourquoi ? Parce que ça m'éclate. Et peut-être que vous avez l'impression que c'est waouh, incroyable parce que peut-être malheureusement dans votre vie professionnelle, vous n'êtes pas investi parce que ça ne vous passionne pas et que donc pour vous c'est une charge, c'est une épreuve, c'est un effort d'aller travailler. Moi, non, bien au contraire, quand je travaille pas, j'ai envie de travailler en fait. Le week-end, quand je ne consulte pas, j'ai envie de travailler, j'ai envie de consulter. Donc c'est pour ça que moi, ça me pose aucun problème. C'est vraiment ma motivation primaire, c'est d'aider les gens, c'est de transmettre mon savoir, mes connaissances, c'est de permettre d'aider aux gens d'aller mieux. Donc ça me coûte rien en fait. Donc ne soyez pas admiratifs, il n'y a vraiment pas de raison d'être admiratif, c'est juste parce que j'ai trouvé ma voie et que ça ne me demande aucun effort de le faire. Et au-delà de ça, je suis vraiment pas du tout quelqu'un d'équilibré, je suis complètement excessive. Il faut que je me force justement pour trouver cet équilibre, à mettre un peu le frein sur le travail, pour retourner à la salle de sport, pour aller marcher, pour passer du temps à ne rien faire, pour passer du temps avec mon conjoint.
voilà, pour trouver une vie plus équilibrée. Alors ça, c'est ce que j'arrête pas d'expliquer au quotidien, mais je suis une personne entière, un peu excessive, et voilà, j'ai trouvé ma voie, ma passion, et j'ai du mal à être nuancée. Mais je vais essayer de faire des efforts sur cette fin d'année parce qu'il va falloir que je trouve le juste équilibre entre ma vie privée, ma vie professionnelle, le temps que je m'accorde en tant que tel, hein, le temps que j'accorde à mon conjoint, à ma famille, à mes amis. Mais effectivement, plus on va avoir une vie équilibrée, plus ces trois axes, donc la nutrition, la micronutrition, la gestion du stress, l'activité physique, vont être bien équilibrés, vont être bien investis, et mieux ça ira. Donc c'est sûr qu'au niveau de l'axe principal pour moi, en tout cas c'est ma vision de la santé, pour cet axe de la micronutrition et de la nutrition, si vous savez, je suis contre la complémentation, l'autocomplémentation, dirons-nous, l'automédication, mais s'il y a un micronutriment que vous pouvez prendre sans faire un bilan biologique, éventuellement, hein, je dis bien, là, je mets des grosses guillemets, hein, c'est la grosse exception. En tout cas, dans ce qui concerne la gestion du stress, c'est le magnésium. Le magnésium est indispensable. Donc oui, je pourrais... Ça m'écorche un peu la bouche de dire ça, mais oui, on pourrait éventuellement prendre du magnésium sans demander conseil. Mais je vous recommande tout de même de demander conseil à votre médecin ou au moins à votre pharmacien, puisque vous pouvez très bien aller dans une officine pour que le pharmacien puisse vous conseiller telle forme de magnésium, parce que tous les magnésiums ne se valent pas, telle posologie de magnésium, tel galénique. Et voilà, donc au moins faire ça, mais sachez que le magnésium, je pense que pour moi, c'est vraiment le micronutriment qui est au cœur de la prise en charge du stress au niveau alimentaire. Et puis, forcément, au niveau alimentaire, si vous arrivez à respecter ce qu'on appelle la chronobiologie de la nutrition pour soutenir vos synthèses de neuromédiateurs, si vous arrivez à manger des produits non transformés, riches en micronutriments, je pense que vous allez beaucoup vous aider. Donc voilà, moi ce que je souhaite, c'est qu'en commentaire, vous partagiez toutes vos expériences, toutes les astuces que vous avez testées pour gérer votre stress. Hein. Ça peut être prendre un bain chaud, aller marcher avec votre chien, j'en sais rien. Hein. Tout ce que vous avez fait qui a fonctionné pour que ça soit vraiment un partage d'expérience entre nous. Et puis pour celles qui souhaitent obtenir mon guide de gestion du stress spécifique orienté autour de la micronutrition pour savoir exactement comment manger, quels sont les compléments que vous pourriez éventuellement utiliser si vous avez un conseil d'un médecin ou d'un pharmacien. Vous retrouverez le guide sur la boutique du blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Les autres guides de gestion du stress sont toujours disponibles. Et s'il y a des thérapeutes, des professionnels de santé qui regardent cette vidéo, je me suis lancée dans les tutorats, donc si vous souhaitez avoir des tutorats, n'hésitez pas à me contacter pour améliorer votre propre consultation de micronutrition et de psychonutrition. Et j'ai créé un guide du micronutritionniste pour la gestion du stress. Alors ça, franchement, ça m'a demandé beaucoup de travail, donc je vous livre mes clés, la manière dont moi je fais pour prendre en charge un patient qui présente du stress. Donc je vous propose les bilans biologiques à réaliser, la complémentation à mettre en place, les conseils alimentaires à donner, je vous fais des rappels physiopathologiques. Évidemment, après, ça reste un guide, donc c'est à vous de juger et de diagnostiquer et de faire votre interrogatoire clinique. Je vous laisse bien évidemment votre libre arbitre, c'est juste un guide thérapeutique, c'est un guide de conduite, dirons-nous, pour vous permettre de synthétiser peut-être si, comme moi, vous avez énormément de cours, de sources variées et que vous souhaitez avoir vraiment une checklist de tout ce que vous devez voir avec votre patient lorsqu'il présente un stress. Ben voilà, je me suis dit que j'allais me lancer dans les guides thérapeutiques du micronutritionniste, du psychonutritionniste pour les professionnels de santé et dans les tutorats. Et les tutorats, je trouve ça génial parce que le but quand même, je me dis, avec tout ce que j'ai appris, avec toutes les formations, tous les DU, tout ce que j'ai pu faire, l'investissement financier énorme que j'ai réalisé pour pouvoir avoir toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui, c'est dommage de les garder pour moi-même. Alors je trouve ça forcément extrêmement intéressant de pouvoir en faire bénéficier mes patients, puisque c'était quand même le premier public concerné, de me dire que voilà, grâce à mes connaissances, grâce à mes compétences, je leur permets d'atteindre un meilleur état de santé. Mais je me suis dit quand même que d'avoir toutes ces connaissances, c'était quand même bien de pouvoir les partager également à d'autres thérapeutes, à d'autres professionnels de santé qui souhaitent
améliorer la manière dont ils prennent en charge leurs patients, et je trouve ça génial. Vous le savez, moi la formation, j'en ai fait beaucoup lorsque j'étais en officine, et ça me plaît de transmettre mon savoir, mes connaissances, ça me plaît d'aider les autres à être meilleurs, tout simplement. Et voilà, je trouve que ces deux casquettes me vont plutôt bien. Je suis assez contente de pouvoir proposer ça, et c'est assez nouveau pour moi de faire des tutorats, même si, en fait, comment est-ce que j'ai eu cette idée? Parce que moi, ça fait plus d'1 an que je bénéficie de tutorat du docteur Eve Villemur. Si la vidéo avec le docteur Eve Villemur sur la nutrition comportementale d'ailleurs vous intéresse, elle est extrêmement intéressante. Je vous invite à aller sur la chaîne de la micronutrition 2.0, et ça m'a vraiment aidé à avancer plus vite que seule. J'ai pu, les tutorats, le principe c'est vraiment de se dire, par exemple, j'ai un problème avec ce patient, je ne sais pas exactement quel outil utiliser, avoir l'avis d'un confrère. Le but c'est un petit peu ça, comme quand on fait nos ateliers de pair, c'est de partager notre expérience, notre expertise sur un dossier, et de se dire, voilà, moi qu'est-ce que je ferais, toi tu ferais plutôt comment, et puis d'apprendre à utiliser d'autres outils, d'être guidé. Et je me suis dit que je pourrais tout à fait pouvoir proposer ce type de prestations à d'autres professionnels qui se lancent dans la micronutrition, que ce soit des médecins, des pharmaciens, des naturopathes, des diététiciens, peu importe, qui voilà, souhaitent peut-être mieux structurer leur consultation, qui souhaitent faire des points particuliers sur telle ou telle pathologie, avoir un peu un guide finalement clinique, thérapeutique, comment envisager la prise en charge de son patient. Et j'adore faire ça, vous vous en doutez, ça me plaît de créer ces guides, ça me plaît de créer des espèces de fiches thérapeutiques, et moi ça me permet de remettre en forme tout ce que j'ai appris, de faire des synthèses, et je pense que c'est pour ça que je ne m'épuise pas, c'est parce que je fais plein de choses différentes. Ce que je préfère faire, bien évidemment, c'est la consultation, c'est avoir un patient en face de moi et l'aider à aller mieux, faire mon interrogatoire, cette nouvelle enquête à chaque patient, ça j'adore. Mais j'aime aussi beaucoup écrire des guides pour le grand public, j'aime beaucoup créer des guides pour les professionnels de santé, et les tutorats, je trouve ça vraiment super aussi. Donc je ne m'ennuie pas, et c'est peut-être pour ça que je ne suis pas si fatiguée. Bien que ça a été quand même difficile de ne pas avoir de vacances cet été. J'en ai terminé avec cette vidéo qui était un petit peu fouillis. N'hésitez pas donc à nous partager vos astuces pour gérer votre stress en commentaire. Et puis je pense que nous avons terminé pour aujourd'hui. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!